Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Je suis très heureux de vous retrouver après cette interview avec Raphaël Defoucault. Et je voulais revenir sur quelques points, notamment son idée d'accepter d'être aidé. D'oser la vulnérabilité de celui qui demande. Accepter d'être redevable. Et je trouve que dans une équipe, dans un groupe, si on ne peut pas échanger, si on ne peut pas accepter d'être redevable, si on ne peut pas être aidé, eh bien en fait c'est un des points de convergence du dysfonctionnement. Quand en fait on s'enferme dans son propre système, donc on n'accepte pas le système de l'autre. Et on n'accepte pas de devoir quelque chose à quelqu'un. Ça prouve le manque de confiance qu'on a en nous et donc le manque de confiance qu'on pourra mettre dans l'autre. Et accepter d'être aidé, c'est souvent, alors évidemment pour réussir parfois, mais ce n'est pas que pour réussir, c'est peut-être juste pour faciliter, pour être plus en lien. Moi j'adore être redevable. J'adore quand on me demande quelque chose, de pouvoir simplement le rendre, parce qu'en fait, on me l'a déjà donné. J'ai déjà tellement demandé, même si je pense que j'aurais dû demander beaucoup plus, parce que ce qui est formidable, c'est quand on demande, on reçoit. Et accepter d'être aidé par des gens qui semblent pas, en fait, au départ, ceux pour qui ça devrait fonctionner avec vous. Donc c'est aussi une opportunité d'aller chercher un autre regard, une autre envie, surtout si vous avez une posture de leader, de sachant, et bien en fait les gens n'osent pas, ne pensent pas que vous allez oser demander. Alors qu'en fait, c'est là que vous devez demander le plus, pour montrer que vous aussi vous avez besoin d'apprendre, que vous aussi vous avez besoin d'aide, et ce qui permet à chacun d'apprendre que à n'importe quel niveau on a besoin d'être aidé, à n'importe quel niveau on a besoin d'être soutenu, parce que quand ça sera difficile, vous aurez toujours besoin d'avoir quelqu'un qui prend le temps de vous aider, de vous donner un petit coup de pouce. C'est toujours ce que j'ai adoré quand on a un rêve plus grand que soi. En fait, il y a des gens qui viennent vous aider alors que vous leur avez rien demandé. Et alors évidemment qu'on peut refuser de l'aide, mais je trouve que c'est tellement beau. Et c'est un peu aussi une des choses formidables de notre société. Je trouve qu'en France, on a la chance d'avoir des associations loi 1901 qui permettent en fait d'avoir tous ces bénévoles. Dans beaucoup de pays, ça n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité d'avoir cette économie qu'on appellerait une économie de bénévolat, une économie de don de soi. Et voilà, je suis toujours surpris quand on a un projet qui peut dépasser les gens. Quand j'écris, quand je cherche de nouvelles idées, j'ai toujours plein de gens qui m'aident. Je leur demande pas vraiment, enfin, je fais savoir, et pour certains, je leur demande même d'ailleurs. Mais souvent, je m'aperçois à quel point ils sont heureux de participer. Donc maintenant, je demande encore plus parce que je sais que je fais aussi des heureux. Et donc des gens qui travaillent pour moi, entre guillemets, alors que je ne les rémunère pas, je les remercie. Je suis heureux de participer à une œuvre qui, somme toute, est une œuvre collective. Et j'aime bien l'idée que pour ça, il faut des fois avoir un peu de courage. On reviendra sur cette idée de courage. Je pense qu'aussi dans la notion de vulnérabilité, c'est qu'on ne comprend pas vraiment que la vulnérabilité, c'est le moyen de savoir où j'en suis. C'est par la capacité de la sensibilité, et donc qui peut passer pour de la vulnérabilité ou qui peut passer pour de la faiblesse pour certains, que j'ai une chance d'atteindre la puissance qui est en moi.
Parce que quand je sais où j'en suis, tout ce que je vais construire au-dessus va être plus évident. Et je dis souvent que la vulnérabilité, c'est la porte, vraiment physiquement la porte, hein, la poignée sur laquelle je mets la main, eh bien c'est de la porte, la vulnérabilité, c'est la porte de la puissance. C'est juste au-delà de cette porte-là, de la pièce d'à côté, c'est la puissance. Et donc ça veut dire tout ce que je construis à partir de cet endroit va me permettre de progresser. Donc par exemple, dans la peur, je suis dans la vulnérabilité, et quand je vais au-delà, je suis dans le courage. Et le courage est une forme de puissance. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle de cette notion qui est particulière, elle nous propose de garder un regard centré sur le beau et le bon, parce qu'en fait, je pense qu'une bonne partie de nos difficultés viennent du fait qu'on est centré sur des mauvaises choses, sur des difficultés, sur nos incompétences, sur les critiques qu'on nous fait, donc les endroits où ça ne va pas. Et je dis pas qu'il faut pas regarder cet endroit-là, mais il n'y a pas besoin de le regarder tant que ça, parce qu'on va vous le dire en permanence. Et donc, d'oser regarder sur ce qui marche, de regarder ce qui est beau, ce qui fonctionne, ce qui est bon, dans le sens de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous enrichit, pas dans le sens financier du terme, seulement, bien évidemment que c'est possible aussi. Et je pense que quand on est plus centré sur le positif, on pourrait dire ça comme ça, par positif j'entends ce qui est bon pour vous, justement, et négatif, ce serait ce qui serait pas bon pour vous, mais par exemple, la peur n'est pas négative ou positive. Elle a une fonction, c'est la vigilance. Si vous êtes face à un précipice et que, à ce moment-là, la peur va vous prendre, et donc sous forme du vertige, eh bien c'est positif, parce que sinon vous alliez tomber. Donc c'est une bonne idée que ça vous rappelle que vous n'êtes pas très apte à tenir. Et donc cette situation est positive parce qu'elle vous permet de rester en vie. Ça n'a rien à voir avec agréable ou désagréable. Je préfère parler des émotions agréables ou des émotions désagréables. Mais pour autant, il y a même des gens qui trouvent que la joie est désagréable. Cette expression française qui dit « calme ta joie ». Pour moi, c'est toujours positif et toujours vers quelque chose. À moins que dans la joie, on mette la moquerie. Évidemment que se moquer des autres peut être négatif. Alors, de regarder le beau, de regarder aussi le beau, c'est parce que je trouve que ça nous transcende. En tout cas, moi, ça me transcende quand je vois quelque chose de beau. Le bon, c'est ce qui me nourrit, donc c'est ce qui va me permettre de faire quelque chose. C'est comme un investissement. Quelque chose qui, à l'intérieur de moi, va produire quelque chose. Et donc, je pense que c'est essentiel quand on veut entreprendre dans la vie, quel que soit son mode d'entrepreneuriat, eh bien, d'oser regarder ce qui est beau et bon. Et tant qu'à faire, moi je dis toujours, si on peut faire quelque chose de beau en même temps que d'utile, ce serait tellement mieux. Tellement de choses ont été construites. Elles ne sont pas toujours belles. Évidemment que c'est toujours une affaire de goût, mais il y a quand même un endroit où on est tous à peu près d'accord que ça ne l'est pas, que ce n'est pas beau. J'essaie de m'inspirer plutôt de la nature, qui elle propose globalement une harmonie. Et je voulais revenir ensuite sur la notion de confusion que j'entends souvent, sur la notion de rythme, puisqu'elle nous parle de rythme, de cycle des saisons. Et bon, évidemment que c'est un sujet qui m'est cher, hein, avec mon dernier livre qui était 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Et donc, voilà, trouver sa place. Donc, dans les cycles des saisons, ça nous permet aussi de prendre conscience qu'on ne fait pas tout en même temps, qu'il y a des saisons qui sont propices à des activités plus qu'à d'autres. Et le rythme, eh bien, c'est, je sais pas, si vous marchez avec quelqu'un, vous pouvez voir que, en fait, vous vous fatiguez quand vous n'êtes pas à votre rythme. Ou au contraire, que vous pourriez marcher avec cette personne des heures. Donc ça peut être qu'elle marche trop vite ou qu'elle marche pas assez vite. Peu importe. Et donc là-dedans, il y a une confusion dans les sociétés où tout le monde doit marcher au même rythme. Non, ça c'est... Si on a une marche militaire, si on a un rythme comme une danse, voilà, mais après on peut trouver plus agréable de danser un style plutôt qu'un autre. Et la vitesse, c'est ce qu'on va mesurer. Mais le rythme, c'est la cadence. Et c'est très différent. Et donc, on peut s'aligner sur avoir une vitesse définie, mais avoir des rythmes différents pour l'atteindre. Et donc, c'est deux choses différentes. C'est comme le rythme cardiaque. Donc, il y a des gens qui ont un rythme bas, puis d'autres qui ont un rythme plus élevé. Et donc, ça ne permet pas de faire la même chose. Donc dans nos sociétés, on a une confusion souvent à propos du rythme. Et donc l'intérêt de baisser son rythme,
c'est de pouvoir s'adapter aux autres et puis de pouvoir l'accélérer. Encore, ça peut être une adaptation en fonction de la situation qui nécessite, je sais pas, si tu as une situation d'urgence, on va augmenter son rythme, bien évidemment. Une fois de plus, ce n'est pas de la vitesse parce que dans ce que je vois au quotidien, c'est qu'on confond presque tout le temps vitesse et précipitation, c'est-à-dire être dans un processus d'accélération permanente. Et ça, ça fonctionne pas, je dirais. J'ai bossé avec des démineurs dans ma vie, j'ai eu la chance de vivre cette expérience en tant que marin militaire et j'étais toujours impressionné du calme qu'ils avaient et même de la décontraction qu'ils avaient avant de partir. Et il n'y avait jamais d'urgence, même si au fond il y avait quand même des choses à faire péter et avec des risques. Et cette capacité comme ça à faire toutes les choses simplement, parce qu'on les a répétées, mais en même temps chacun avait sa fonction, chacun avait sa place, et tout était dans un rythme ou dans un cycle très bien défini, très bien huilé. Donc attention à la confusion qui existe entre rythme et vitesse. Trouvez votre rythme. Et quand vous imposez une vitesse, osez accepter que chacun va y arriver autrement. Peut-être pas exactement avec la même vitesse que vous. Et si vous voulez que le temps soit fait, les choses soient faites dans un temps donné, eh bien acceptez que si on a un sprinter ou si on a un résistant ou un endurant, ça ne sera pas la même chose. Et ils n'ont pas les mêmes fonctions et dans la saison, ça peut servir différemment. Alors je veux revenir aussi sur cette notion des 2 minutes de bonheur qu'elle nous propose, des 2 minutes de bonheur quotidienne. Où je pense qu'on peut oser s'accorder ce temps-là. 2 minutes par jour pour être heureux. 2 minutes par jour pour envisager d'être heureux si on ne peut pas l'être ou si on ne l'est pas. Et donc, je ne sais pas, quelles seraient les 2 minutes de bonheur que vous pourriez vous accorder aujourd'hui? Quelles sont les choses qui seraient extraordinaires et qui nous permettraient, ou qui vous permettraient, qui permettraient à ceux qui sont autour de vous, parce que des fois, le bonheur, il vient aussi par les autres, et de rendre heureux les autres qui me rendraient heureux en retour. Je pense que ça, c'est essentiel, d'oser s'accorder ces moments de bonheur. Et d'une manière quotidienne, idéalement. Et associé à ça, j'ai envie de dire qu'il y a autre chose, c'est s'accorder de la fantaisie. J'aime bien cette idée qu'en fait, on vit des fois dans des moules, dans des normes qui font qu'on ne sort pas du moule. Je sais plus, un de mes amis m'avait dit ça un jour. À force de vouloir rentrer dans le moule, il faut faire attention de ne pas être pris pour une tarte. J'aime bien cette phrase. À force de vouloir rentrer dans le moule, on peut être pris pour une tarte. Et donc, s'accorder de la fantaisie pour sortir du moule. Et pas seulement dans le sens think out of the box. C'est pas seulement dans le processus de créativité, c'est aussi dans le processus de liberté, de se libérer des fois du dogme, de ce qui est, pour mieux vivre, pour retrouver effectivement de l'aisance, de la légèreté, et puis associé à ça, pourquoi pas de la créativité, de l'innovation, des solutions. Mais je dirais que la première fonction, là, c'était juste de retrouver peut-être du bonheur, retrouver du plaisir, retrouver du jeu. Et souvent, je trouve que dans les sociétés, on ne s'accorde pas de fantaisie, on ne s'accorde pas de lieu dans lequel, ou alors encore, on va le normer, si on a mis des baby-foot, on a le droit de jouer de temps à temps. Mais si vous mettez un baby-foot à côté de chez vous, ça fait beaucoup de bruit quand les gens jouent au baby-foot. Donc quelle est la fantaisie qu'on s'accorde dans le travail? Et donc peut-être que c'est dans le vêtement, les Anglais font ça très bien. Je dirais que si vous allez en Angleterre, souvent vous êtes surpris du mode traditionnel qui cohabite avec des modes complètement délirantes. La mode anglaise est assez débridée en général. Alors, un autre point que j'avais envie de voir avec vous, de partager, d'aller mettre en œuvre l'optimal. Ce qu'elle nous dit, en fait, le danger, c'est qu'on soit trop dans la contrainte. Et moi, j'aime bien cette idée qu'on trouve dans le livre de Tal Ben-Shahar à propos je crois, de l'apprentissage de l'imperfection, c'est ça. Et il nous parle de l'optimal versus l'idéal. Donc le potentiel que l'on a, qu'on pourrait atteindre facilement, et puis
le truc qu'on essaye de faire en plus et qui nous rend malade, donc qui serait la perfection, d'atteindre la totalité, d'être dans un état de grâce permanente. Et ça, je trouve que c'est dangereux parce que évidemment que c'est possible, évidemment que c'est envisageable, mais ça, c'est avant. Mais quand on y est, il faut se laisser cette légèreté, ce potentiel. Il ne faut pas se mettre la pression permanente. Il faut avant, quand on s'entraîne, quand on vise un idéal. Mais par contre, quand on est en action, il faut rester vers l'optimal, ce qui va marcher, ce qui fonctionne. Et ce qui me permet de dépasser peut-être ce qui était prévu parce que je garde un haut niveau d'exigence, pour autant, sans me mettre une pression de malade. Et je pense que souvent dans l'entreprise, il y a une confusion entre cet idéal et cet optimal, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas l'optimal qui serait peut-être 85%, 80%, 90% de ce qui était prévu initialement. Et ça serait acceptable et ça serait faisable. Et puis peut-être qu'on fera mieux que ça. Et le danger, c'est de baisser le niveau, c'est-à-dire qu'on a fixé un niveau absolument dingue, et après on le baisse. Et en fait, on habitue les gens à baisser toujours le niveau. Alors qu'en fait, le but, c'est pas de baisser le niveau, c'est de dire voilà ce qu'on vise, et là, on n'y est pas, mais on est là. Et est-ce qu'on peut se satisfaire de ça ? Et je pense qu'on peut souvent se satisfaire de l'optimal, c'est-à-dire ce que j'aurais pas pu faire mieux. Et je sais pas, j'en sais rien, si je reprends quelques années en arrière, pendant le Covid, eh bien, certaines personnes peut-être ont dû réviser leurs objectifs. Réviser la manière dont ils avaient envisagé le monde, réviser. Et en conséquence, quand je révise, peut-être que j'ai vécu des choses à la baisse, peut-être que j'ai changé mon fusil d'épaule, enfin changé ma manière d'envisager les choses, peut-être, des objectifs différents. Et est-ce que je peux quand même viser l'optimal ? Et l'optimal peut faire que finalement j'ai un chiffre d'affaires supérieur, mais peut-être ne faisant pas exactement ce que j'avais prévu de faire. Parce que l'idéal, le danger, c'est que c'est une ligne droite. Et donc on vise d'un point à un autre. Et en général en croissance, donc comme s'il n'y avait que la croissance qui pouvait générer quelque chose qui serait positif. Moi je connais des sociétés qui sont en croissance permanente et qui ne gagnent pas d'argent. Je connais chacun de nous, on a pu croître, pas toujours positivement. Voilà. Donc le but, c'est pas de croître pour croître, c'est qu'est-ce que j'évolue et vers quoi je veux tendre. Et dans cette optique-là, après, comment je vis mieux cette œuvre, on va dire, et donc que je suis en train de créer, auquel je participe. Donc osez envisager l'optimal, osez envisager l'idéal au départ avec votre rêve, et puis et regardez le jour J, ou quand on y est, comment ça se passe, et puis visez l'optimal et atteignez l'optimal. C'est-à-dire ce qui est acceptable malgré tout. Et puis il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, qui était cette idée des 5 grandes forces de caractère proposées par Seligman et Peterson. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder ou de lire les livres de Seligman, sur la psychologie positive, ou le centre de psychologie positive qu'il avait créé, et toutes les études scientifiques. Il avait, avec son compère, Peterson, ils avaient défini les 6 vertus universelles, les 24 forces de caractère, et dans ces 24 forces, il y avait 5 familles, et ces 5 familles sont les 5 grandes forces dont je parle. Et donc, on peut retrouver, il y en a un, c'est de tête, sagesse et connaissance, il y avait le courage, bien évidemment, on en a parlé, l'humanité, et puis, je crois, justice et tempérance, je ne me rappelle plus des 24 exactement, mais on va retrouver le leadership, l'amour, la bravoure, des choses comme ça, l'authenticité d'ailleurs aussi. Et je voulais revenir sur la notion de sagesse ou la notion de courage. La notion de sagesse et la notion de courage qui sont souvent sous-utilisées dans nos sociétés. On va beaucoup se focaliser sur la capacité de créativité, on va beaucoup se focaliser sur l'ouverture d'esprit par exemple, mais pas sur la sagesse. On va pas on est dans des sociétés, il y a une grande mode des entreprises auto-apprenantes, et en fait, dans la réalité, c'est assez faible la capacité qu'on a à transmettre l'information au sein d'une entreprise, et même au sein d'une société comme la nôtre. Donc, comment on fait pour qu'on partage davantage la connaissance ? Comment on fait pour partager davantage l'apprentissage ? Comment on fait pour partager davantage, je dirais, la vie, pour mieux vivre ensemble ? Bon, tout ça, ça me paraît être assez fondamental. Et dans la sagesse, ce serait justement
qu'est-ce qui fait que la sagesse n'est pas ennuyeux? Ça, c'est malheureux. Souvent, c'est que la sagesse est vue comme quelque chose de sérieux, alors qu'on peut être sage et drôle. On peut être sage et un peu fou. On peut être sage et amener d'autres fonctions. Évidemment, des fois, c'est aussi de ramener du bon sens ou ramener je dirais des conseils avisés qui sont liés à l'expérience, qui sont liés à la prise de recul, qui manque souvent cruellement dans nos sociétés parce qu'on prend plus le temps de ça, ou on prend plus le temps d'aller consulter des gens qui ont une vision plus longue, comme on appelle un temps long plutôt qu'un temps court. Voilà, je pense que je vous invite à aller revisiter ces 24 grandes forces de caractère proposées par Seligman et Peterson, et puis les 6 vertus universelles. Voilà. Donc, juste avant de finir, justement, je vais vous proposer un conte qui va avec ce sujet et qui est alors, une sorte de résumé parce que c'est tiré des Mille et une nuits, et donc l'histoire de Scheherazade. Alors je l'ai appelé le génie de Scheherazade. Alors c'est l'histoire de 2 frères, Shahriar et Shahzenan. À la mort de leur père, l'aîné, Shahriar, il le remplace sur le trône. Il confia à son frère le gouvernement de la Grande Tartarie, dont la capitale était Samarcande, que vous connaissez sûrement. Ils ne se voyaient jamais. Pourtant, ils s'adoraient tous les deux, et notamment, ils adoraient chasser ensemble. Alors, le jour de leur retrouvaille, ils ont prévu une grande chasse. Malheureusement pour le cadet, Shahzenan, ce jour-là, il est fiévreux et malade. Alors l'aîné part chasser seul. Pendant ce temps-là, Shahzenan, depuis sa chambre, regarde l'extérieur. Il profite du paysage et de ce temps de repos. Parce que le voyage a été long, difficile et sûrement fastidieux. Et à sa grande surprise, quand il est sur le balcon, il voit une petite porte s'entrouvrir dans le jardin qui est en face de lui. Dans le jardin, il y a un bassin. Et il y voit un certain nombre de femmes qu'il pensait être vraisemblablement des femmes du harem qui jouxtent ce jardin. Et puis, il voit arriver la sultane. Et en plus de la sultane et des autres femmes, entre d'autres hommes qu'il ne connaît pas. Tout le monde semble batifolé dans les bains. Mais il est très surpris. Un peu assombri par l'idée de raconter cela à son frère, il attend le soir. Le soir venu, lorsque son frère rentre et lui raconte ses exploits de chasse, il ne peut s'empêcher de lui dire qu'il a vu quelque chose qui l'a troublé dans la journée. Il explique à Shahriar ce qu'il a vu de sa chambre, et il lui montre la petite porte, le jardin, le bassin. Son frère a du mal à le croire. Il ne comprend pas ce qui a pu se passer. Comment la sultane, qu'il aime profondément, a-t-elle pu se conduire ainsi? Le lendemain, il décide de repartir chasser, puis exactement, je devrais dire, qu'il décide de faire semblant de partir chasser. À peine sortis du palais, ils reviennent se poster tous les deux dans la chambre, derrière les rideaux de la fenêtre, et ils attendent ensemble. La petite porte s'ouvre à nouveau, et le même scénario que la veille se produit. Des femmes, la sultane, et des hommes entrent. Il est abasourdi, sa colère est extrême. Il décide même de mettre à mort son épouse, les suivantes et les 10 amants. Et, à compter de ce jour, il décida de ne plus se fier aux femmes. Il décida de renoncer à ce privilège qu'il avait d'avoir une femme unique. Il décida, à présent, d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain matin. Vous parlez d'un tyran. Le sultan tient sa parole. Il est connu pour être un bourreau. Chaque jour, il voyait une fille mariée et une femme morte. Cette inhumanité, sans précédent, le fit connaître comme étant un des pires tyrans ayant jamais existé. Évidemment, cela sema la consternation partout dans son royaume. Certains de ses conseillers et de ses vizirs ont des filles. Elles y passent toutes. Son grand vizir a une fille aînée qui se nomme Scheherazade, et une fille cadette qui s'appelle Dinarzade. Un jour, Scheherazade lui dit « Mon père, j'ai l'intention d'arrêter cette barbarie que le sultan exerce sur toutes nos familles.
Puisqu'il célèbre chaque jour un nouveau mariage, je veux qu'il m'épouse. Le vizir lui répond « Mais non, ma fille, tu ne peux pas faire ça !» Il est persuadé que sa fille avait perdu la tête avant de la perdre définitivement. Et évidemment, il refusa. Et Scheherazade dut le persuader en lui expliquant qu'elle avait un plan. Elle avait trouvé un moyen, lui dit-elle, de faire cesser ses exécutions quotidiennes. Elle parvient donc à faire céder son père. Bien à contre-cœur, il alla offrir la main de sa fille au sultan. Celui-ci en fut très étonné. Comment son grand vizir pouvait-il proposer sa fille à une mort certaine, mais il accepta. Scheherazade, dès qu'elle apprit que le roi Schahriar avait accepté de l'épouser, appela sa sœur et lui dit ceci. « Dinarzade, j'ai besoin de toi. Je m'arrangerai pour que tu couches dans la chambre nuptiale. Prends soin de m'éveiller 1 heure avant le jour en disant « Scheherazade, Scheherazade, si tu ne dors pas, je te prie de nous dire un de ces beaux contes que tu as tant de joie à me raconter. » Aussitôt, je t'en raconterai un, et je pense ainsi faire sortir le peuple de l'épreuve qu'il traverse. Les noces sont célébrées le jour même. Le soir venu, Scheherazade et le sultan se couchent dans un grand lit. Dinarzade ne manque pas d'éveiller sa sœur comme il était prévu 1 heure avant le jour. Scheherazade réveille alors le sultan pour lui demander « Sire, me permettez-vous de raconter cette histoire à ma sœur ?» « Bien évidemment, lui répondit Schahriar. Le sultan fit mine de ne pas être intéressé. Mais bien sûr, il écouta, il but chacune des paroles de Scheherazade. Elle prit son temps, elle raconta cette histoire si bien que le roi sembla ne plus en plus à l'écoute. Oui, il sembla de plus en plus à l'écoute. Et elle lui proposa « Si vous voulez, je pourrais terminer mon histoire la nuit prochaine. » Et le sultan, curieux de connaître la fin du conte, lui accorda cette journée supplémentaire. Évidemment, la nuit suivante, 1 heure avant le jour, Dinarzade vint réveiller Scheherazade avec la même demande. Et Scheherazade prit soin à nouveau de raconter son histoire et de l'interrompre avant la fin. Elle varia de temps en temps et demandait à sa sœur si elle voulait la suite de l'histoire ou pas. Évidemment, piqué une fois de plus par la curiosité, le sultan lui accordait à chaque fois encore une journée supplémentaire. Un point est à noter, c'est qu'elle racontait la même histoire, une histoire avec de multiples rebondissements, qui ne finissaient jamais. Chaque jour, elle interrompait un peu plus loin, laissant le sultan sur sa faim. Il lui fallut donc 1001 nuits pour accomplir ce stratagème. Au bout de tout ce temps, le sultan avait totalement oublié sa colère. Il avait totalement oublié qu'elle devait mourir. Il ne put s'empêcher d'admirer le courage et la sagesse de Scheherazade. Avec le temps, il avait pu aussi apprécier ses autres qualités. Sa perspicacité, sa bravoure, bien évidemment, mais aussi sa gentillesse, sa bonté et son amour. Et il lui dit « Aimable Scheherazade, toi qui m'as guéri de ma colère, de ma rage meurtrière, sache que je renonce à cette cruelle pratique. » Évidemment, cette agréable nouvelle fut fêtée dans tout le royaume. Elle valut à la sultane Scheherazade et à son époux, redevenu sage, la bénédiction de tout leur peuple. L'audace et le courage, la bravoure et la sagesse, et la gentillesse, la bonté et l'amour sont d'authentiques vertus. Quelles sont les vôtres ? À tout bientôt sur la traversée. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel.
Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.